Sud Midi. À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio ici à Dakar et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. À la une de cette édition, la Covid-19 en chiffres annonce record de 296 nouvelles infections, 8 nouveaux décès, 34 malades passés en réanimation. L'ampleur de la maladie toujours insaisissable malgré le renforcement des dispositifs de riposte qui bute sur le manque d'adhésion des populations. Le port du masque foulé aux pieds à Dakar, Mbour et Kaolack. Alors que le pays est aujourd'hui obligé de faire face encore une fois au virus H5N1, la grippe aviaire qui s'abat sur le pays, plus de 50 000 volailles abattues, une grippe hautement pathogène. Le vétérinaire Dr Ali Diallo demande des mesures particulières. Le ministre de l'élevage rassure, la situation est sous contrôle. Des mesures ont été prises pour éviter la propagation du virus. Sur l'international, en Centrafrique, plusieurs recours ont été déposés pour annuler le scrutin présidentiel. La page sport et la revue de la presse de El Hadji Malick Ndiaye complètent cette édition d'information mise en onde aujourd'hui par Hassan Thioune. Les détails ici après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec la Covid-19 ici au Sénégal. Et en chiffres, la situation s'aggrave dans le pays. Un record de 296 nouvelles infections enregistrées ce vendredi par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. La pandémie a encore fait 8 morts au cours des dernières 24 heures. 34 patients dans des situations graves sont admis en réanimation, révèle en tout cas le point du jour rapporté par le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 2270 tests réalisés, 296 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 13,04%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 154 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays, notamment aériennes, maritimes et terrestres. 142 cas issus de la transmission communautaire ont été notifiés et répartis comme suit. 15 à Kaolack, 12 à Thiès, 10 à Dakar Plateau et à Touba, 7 à Tivaouane, 5 à Guédiawaye et à Saint-Louis, 4 aux HLM Grand Yoff, Ouakam, Richard Toll et Tamba, 3 à Kermassar, Matam, Mbao, Mermoz et Ngor, 2 à Dara, Fan Résidence, Guinguinéo, Liberté 4, Liberté 6, Louga, Mariste, Mbour, Ouest Foire, Pikine, Sacré-Cœur et Ziguinchor, 1 à Amitié 3, Cambérène, Cité Batrin, Cité Biagui, Cité Empoye Domaine, Cité Mixa, Cité Murtada, Koloban, Derklé, Diourbel, Foundiougne, Gueule-Tapée, Grand Dakar, HLM Fass, Kolda, Koumpentoum, Liberté 5, Mamel, Mbacké, Parcelles Assainies, Patte d'Oie, Rufisque et Sangalkam. 131 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Ce jeudi 7 janvier 2021, l'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 20 672 cas ont été déclarés positifs, dont 18 016 guéris, 446 décédés et donc 2209 patients sous traitement. À l'instant, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui annonce un record de 296 nouvelles contaminations. La pandémie qui a également fait 8 morts dans le pays. La pandémie qui prend une proportion inquiétante à Tivaouane, où les populations ne respectent pas le port du masque malgré les mesures restrictives, nous dit Babacar Sow. Covid-19 à Tivaouane, flambée des cas dans la cité religieuse. De 2 cas notés hier, le nombre de personnes atteintes de la maladie passe à 7, un chiffre inquiétant selon les populations rencontrées en ville dont la plupart ne respectent pas le port du masque malgré les mesures restrictives imposées par les forces de police qui les traquent à travers les ruelles de la cité religieuse. A signalé beaucoup de tracasseries de la presse au niveau des structures sanitaires pour le recoupement de l'information. Tivaouane, une ville où à l'occasion de la première vague, il y a eu beaucoup de cas de Covid.
ce qui avait poussé le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, malgré la levée des restrictions au niveau des lieux de rassemblement, n'avait pas donné l'ordre de rouvrir les mosquées. Une première vague de Covid-19 qui s'était signalée en premier lieu à l'hôpital d'Abakh où 6 personnes en poste dans la structure sanitaire avaient contracté la maladie à coronavirus. Une menace à signaler selon certaines indiscrétions du personnel, le centre d'isolement et de traitement du district sanitaire Massamba Sall où le personnel est exposé. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Babacar Sow, direction Kaolack à la date du 5 janvier, 482 cas, dont 83% ont été recensés dans le district sanitaire donc de Kaolack où nous retrouvons Mamadou Camara. Bonjour. Difficulté dans la liaison donc à Kaolack, je vous le rappelle, à la date du 5 janvier, plus de 400 contaminations, dont 83% ont été recensés dans le district sanitaire, 46 décès, dont 18 au CTE. Malgré cela, les populations ne respectent toujours pas les mesures barrières, notamment le port du masque. Toujours des difficultés. Nous allons parler donc de l'ampleur de la pandémie l'ampleur difficile à saisir. Ici au Sénégal, les autorités renforcent le dispositif de riposte, le port du masque obligatoire dans les lieux publics et privés. Une mesure foulée aux pieds, en tout cas par certains Sénégalais. D'autres appellent à la responsabilité. Ismaël Marcel Colly dans ce reportage. Malgré les mesures prises par nos autorités, à Sacré-Cœur, nombreux sont nos compatriotes qui continuent de fouler aux pieds ces mesures. Pour eux, le masque étouffe. Pour ces derniers, le masque étouffe. C'est le cas de ce jeune rencontré au rond-point Boulangerie Jaune. Voilà, j'ai du mal à respirer avec le port du masque. Déjà, je ne peux pas parler. Donc, il me faut des masques comme ça, avec qui il y a une partie respiratoire. Donc, et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont comme moi. Le port de masque, c'est difficile pour eux aussi parce que ça leur empêche de respirer. D'autres plus regardants portent correctement le masque. Ils soutiennent que c'est la seule façon de se protéger et de protéger les autres. C'est très bien. Je pense que si l'État prend ses responsabilités ou bien l'État nous impose de porter les masques, c'est pour notre bien-être. Puisque la maladie c'est international, hein? Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai vu avant-hier, les jeunes, quand ils font des manifestations d'allumer des feux, je me suis dit que les gens là, vraiment, je ne comprends pas les jeunes sénégalais. C'est bien obligatoire parce que ça t'empêche pour tolérer d'audience de ne pas mettre des masques. Parce que pour éviter de cette Covid-19, donc c'est ça qu'on veut, tout le monde soit être soigné de lui-même. Parce que le casque que tu as mis pour que tu vas te soigner de toi-même. Dans les rues et ruelles de Sacré-Cœur, ils sont nombreux à ne pas porter le masque. D'autres, par contre, le portent en moitié ou l'ont sous leur menton. Ismaël Marcel Colly, le dispositif sanitaire est toujours maintenu à la gare routière des Beaux-Maraîchers. Tous les voyageurs doivent porter leur masque et utiliser des gels hydroalcooliques. Le manifeste a été réactualisé avec l'informatisation des données. Khalifa Gueye, chef de service exploitation à la gare des Beaux-Maraîchers, que nous écoutons avec El Hadji Moussa Thiam. Bon, nous, le dispositif était toujours maintenu. Il n'y avait aucun changement, sinon on a amélioré quelques côtés. Bon, pour le moment, les gels comme les masques et tout, bon, ça continue comme toujours, hein, ça continue comme toujours. Bon, pour aussi ce qui est des manifestes, on a amélioré parce que à l'instant où je vous parle, le tableau de Mboro est informatisé et progressivement les autres aussi qui seront informatisés comme Mboro. Pour le moment, il n'y a aucun problème. Pour le port des masques aussi, il y a la police qui veille vraiment sévèrement. Donc tout voyageur qui rentre dans la gare sans masque sera sanctionné, comme le prévoit la loi. Et nous allons encore une fois tenter de retrouver Mamadou Camara depuis Kaolack. Mamadou Camara, bonjour. Bonjour Babacar. Voilà, à la date du 5 janvier, 482 cas, dont 83% ont été recensés dans le district sanitaire de Kaolack. 46 décès également enregistrés. Voilà, c'est exact Babacar, vous avez raison de le dire. À la date du 5 janvier 2021, au total 482 cas, dont 83% sont déclarés positifs au Covid-19 dans le district sanitaire de Kaolack, 46 décès, dont 18 au centre de traitement des épidémies installé au niveau du centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.
Il faut signaler que 250 personnes ont été guéries et 14 malades hospitalisés au niveau du centre de traitement des épidémies. Je le disais tantôt, installé au centre hospitalier régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack. Ce jeudi également, 7 janvier 2021, sur 17 prélèvements effectués, 14 cas communautaires, 2 cas contacts dans le district sanitaire de Kaolack et 1 cas communautaire à Guinguinéo. Pour le moment, l'état d'urgence et le couvre-feu partiel ont épargné les régions de Kaolack et Kaffrine. Mais les mesures restrictives ne sont pas bien respectées dans la capitale du Saloum, surtout au niveau des lieux de commerce et de rassemblement. Pourtant, les vendeurs de masques sont un peu partout à l'intérieur de la ville, mais les gens s'entêtent toujours. Avec la recrudescence de la pandémie, un plan de riposte efficace, innové, est mis en place par les autorités médicales en collaboration avec les comités de développement sanitaire et les ASC pour faire face à la pandémie. Mais de toutes les façons, on peut retenir que l'état d'urgence et le couvre-feu partiel n'ont pas épargné effectivement Kaolack, ont pour le moment épargné Kaolack et Kaffrine, mais on risque effectivement d'aller vers effectivement cet état d'urgence, d'autant plus que les gens s'entêtent toujours. Il faut également signaler que les forces de l'ordre, notamment les limiers, sillonnent la ville, surtout au niveau du marché central, pour veiller sur les dispositifs sanitaires imposés par les autorités médicales. C'est tout ce qu'on peut retenir ici au niveau de Kaolack, mais on peut également retenir que au niveau des quartiers, il y a une vaste campagne de sensibilisation qui est menée par des jeunes ou bien des bonnes volontés qui ont pris effectivement toutes les dispositions, qui font des sensibilisations de proximité au sein des quartiers pour bouter effectivement cette pandémie. C'est Mamadou Camara qui vous a parlé depuis Kaolack pour Sud FM. Mamadou Camara depuis Kaolack qui a fait le point donc sur la situation de la pandémie dans la région de Kaolack. Ce sont en tout 482 cas, dont 83% qui ont été recensés dans le district sanitaire. 46 personnes ont été emportées par le virus à Kaolack. Le Sénégal qui fait face également à la grippe aviaire, le virus H5N1 qui s'abat donc dans une ferme à Pout. Le ministre de l'élevage donne des assurances. La situation est sous contrôle. Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus H5N1. Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage et des productions animales, joint par Khadisen. Donc le Sénégal vient d'enregistrer son premier cas qui a été notifié immédiatement à l'Organisation mondiale de la santé animale, comme il se doit. Alors, cette apparition a été donc actée par le laboratoire national de l'élevage et de recherche vétérinaire de l'ISRA le 30. Donc, après, effectivement, un processus qui a démarré le 23 décembre. Alors, quand cette notification a eu lieu le 30, immédiatement, le 31 décembre, nous avons, mes services et le laboratoire, fait une descente à Pout. D'abord pour évaluer l'ampleur de la maladie, identifier donc les facteurs de risque et faire des recommandations à l'équipe qui travaillait au niveau de la ferme. Évidemment, dans des cas comme ça, des mesures immédiates ont été prises pour endiguer la maladie. C'est ainsi que nous avons trouvé sur place 48 000 sujets qui étaient donc déjà morts et qui ont été incinérés immédiatement. Et par la suite, nous avons procédé à l'abattage de ce qui restait sur les 5 000 sujets qui étaient dans la ferme. Une fois que l'abattage est terminé là, également, nous avons procédé à l'incinération. Voilà ce qui a été fait et la ferme a été nettoyée et désinfectée. Alors, ce qu'il faut ajouter qui est extrêmement important, c'est deux choses. C'est que la ferme se trouve dans une zone très isolée qui fait que la probabilité de propagation de la maladie est extrêmement faible. L'autre chose importante qu'il faut souligner également est que le personnel qui travaille dans la ferme a été testé par l'Institut Pasteur et les résultats sont revenus négatifs. Voilà donc la situation et donc elle est sous contrôle.
La grippe aviaire confirmée donc dans une ferme à Pout. Cette grippe aviaire est hautement pathogène, une zoonose qui peut donc se transmettre à l'homme. Il faut des mesures particulières pour éviter la dissémination de cette maladie contagieuse. Le docteur Pape Ali Diallo, vétérinaire, invite les éleveurs au port systématique du masque et d'une tenue. Docteur Pape Ali Diallo avec Isseignon. La grippe, c'est un ensemble d'affections causées par des virus qu'on appelle influenza, qu'on retrouve chez les animaux, mais parfois chez l'homme. En 2017, nous avons connu une grippe faiblement pathogène qu'on appelle le H9N2. Et aujourd'hui, on a une grippe hautement pathogène due à H5N1. Donc, c'est une pathologie qui peut se transmettre à l'homme et qui nécessite un rapportage au niveau de l'OIE. Donc, et ça demande des mesures particulières pour éviter la dissémination de cette infection. C'est des maladies légalement contagieuses. C'est une pandémie déjà. Donc, considérée comme maladie légalement contagieuse, qui doit être traitée par l'autorité administrative compétente, c'est-à-dire le ministère de l'élevage. Maintenant, il y aura des changements de comportement au niveau des éleveurs. C'est de se rapprocher au niveau du laboratoire. Et les prélèvements qu'ils doivent amener doivent être sécurisés, mis dans des sacs bien fermés et acheminés au niveau du laboratoire de Dakar. Ou bien ici, on a une facilitation au niveau de Thiès, c'est-à-dire les prélèvements qui vont parvenir au niveau de l'inspection départementale ou régionale va être acheminé directement pour confirmation. Il y a des précautions au niveau des éleveurs parce que ce sont les éleveurs qui sont les plus exposés. Donc, les éleveurs doivent prendre des précautions. Le port de masque, je crois que là aussi c'est nécessaire au niveau des élevages, n'est-ce pas? Le port de tenue à l'entrée c'est des opérations qui devraient se faire normalement. Donc, respecter un peu les mesures sanitaires pour éviter la contamination probable des éleveurs. Sud FM. 12h19 à Ziguinchor, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue qui fête ses 100 ans attend toujours sa réhabilitation annoncée face à la longue attente les autorités de l'Église et les fidèles s'inquiètent et s'impatientent du manque de réaction des autorités. L'Église et les fidèles expriment de réelles craintes. Ignace Dey. Les travaux n'ont même pas démarré dans cette église, la cathédrale Saint-Antoine Padoue. Et l'attente d'une probable réhabilitation de ce lieu de culte devient longue, très longue, au point que l'église catholique ici à Ziguinchor s'inquiète même du manque de réaction des autorités. L'évêque de Ziguinchor, Monseigneur Paul Abel Mamba, qui s'interroge même. Nous sommes encore dans l'attente de la reprise du chantier qui a été interrompu par la saison des pluies parce qu'il y a beaucoup de travaux à entreprendre et nous nous sommes accordés avec le secrétariat du bureau des architectures de la présidence pour marquer cette pause en attendant la fin de l'hivernage. Voilà 2 mois que nous espérions que les travaux allaient reprendre. Mais bon, on a relancé les autorités et on n'a pas encore de réaction. Juste le faux plafond qui a été enlevé pour permettre aux entreprises de mesurer l'état de dégradation, mais également des travaux et de soumissionner. Les craintes d'une dégradation accentuée du bâtiment couplée au prochain hivernage sans une réhabilitation du bâtiment exacerbent aujourd'hui les inquiétudes du côté du clergé, tout comme les paroissiens qui s'impatientent. Il faut que les travaux reprennent, sinon nous risquons de voir davantage le bâtiment se dégrader et nous pensons qu'on ne peut pas attendre plus longtemps. Est-ce qu'une entreprise a été choisie ou pas? Je n'en sais rien. Nous ne sommes pas en tout cas informés. Et donc nous allons aller au-devant de l'information pour essayer de comprendre et de voir et pouvoir apporter une réponse claire à nos paroissiens de la cathédrale qui s'impatientent aussi comme nous. Inauguré en 1921, le bâtiment de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue qui croule aujourd'hui sous le poids de l'âge boucle ses 100 ans cette année. Un centenaire que compte bien célébrer l'Église et les fidèles qui se demandent si ce centenaire sera bien célébré dans une cathédrale réhabilitée. Ziguinchor, Ignace Ndeye, Sud FM.
Ignace Dey, parlons de cet avis de vent fort du secteur nord-est pouvant atteindre et dépasser 40 km/h sur toute la côte sénégalaise à partir de ce vendredi à 15h jusqu'au lundi 11 janvier à 6h du matin. L'ANACIM alerte également sur une houle dangereuse de secteur nord dépassant les 2,5 mètres et pouvant atteindre 3 mètres au large à partir de ce soir qui intéressera toute la côte à partir du samedi à 15h jusqu'au lundi 11 à 6h. Et puis le Sénégalais Abdoulaye Mar Dieye, coordonnateur spécial pour le développement au Sahel. Donc Abdoulaye Mar Dieye a été nommé hier jeudi par le secrétaire général de l'ONU, coordonnateur spécial pour le développement au Sahel, poste visant à mieux contrer les crises humanitaires et sécuritaires. Sud International. Qui nous mène au Mali, visite d'une délégation de la CEDEAO dirigée par son médiateur Goodluck Jonathan au Mali le lundi 11 et mardi 12 janvier. L'objectif de ce séjour, c'est le suivi de l'évolution du processus de transition conformément aux recommandations des chefs d'État de l'organisation. La mission rencontrera les autorités de transition, notamment le président, le vice-président, le président du CNT et le premier ministre. Une rencontre est également prévue avec les partenaires techniques et financiers sur l'accompagnement de la transition ainsi que la société civile. Selon la représentation permanente de l'institution sous-régionale, l'arrivée de la mission annoncée ce lundi est annoncée ce lundi 11 janvier à 13h. Information transmise par notre correspondant Souri Ibrahim Maïga depuis Bamako, la capitale malienne. En République démocratique du Congo, ce vendredi, 22 autres condamnés pour la même Eddie Kapend a été libéré. C'est l'un des principaux condamnés dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. 22 autres condamnés pour la même affaire sont également sortis de prison. Ils ont bénéficié d'une grâce présidentielle. L'ancien chef de l'État et père de Joseph Kabila avait été assassiné le 16 janvier 2001. Il a presque 20 ans. Et puis en Centrafrique, le président sortant Faustin Archange Touadéra, autant pour moi, a été déclaré vainqueur dès le premier tour par les autorités électorales avec 53,92% des voix. Il s'agit d'un résultat provisoire qui doit encore être validé par la Cour constitutionnelle qui a jusqu'au 19 janvier pour le faire. Mais avant cela, cette même instance devra examiner les différents recours. Au total, 3 recours ont été déposés hier auprès de la Cour constitutionnelle pour donc annuler le scrutin présidentiel. La page sport, c'est avec vous, Elhadji Malick Ndiaye, bonjour. Bonjour, Babacar, une page de sport que nous ouvrons par les compétitions interclubs. Les Jaraaf de Dakar connaissent son adversaire pour les tours barrages de la Coupe de la Confédération africaine de football. Il s'agit de Platinum du Zimbabwe. La match aller est prévue à Harare le 14 février prochain et la match retour le 21 du même mois. Ce sera au Stade Lat Dior de Thiès. En attendant le tirage au sort qui se poursuit, on connaîtra à 13h les adversaires de Teungueth FC qui est qualifié pour les phases de poule de la Ligue africaine des champions. État d'urgence assorti du couvre-feu, la Ligue de football qui aménage ses horaires. Les prochaines rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 auront lieu à des heures avancées, à 16h et 17h. La décision a été prise hier à l'issue d'une réunion. Amsatou Fall est le directeur exécutif de la Ligue Pro. On l'écoute. Je pense que dans cette situation, il faut s'adapter et s'accommoder. Nous avons un arrêté qui est sorti signifiant un état d'urgence et surtout un couvre-feu à partir de 9h. Nous nous sommes dit que nous sommes en période, disons de fraîcheur. Ce ne serait pas mauvais de descendre les heures pour ne pas prendre de risques et surtout pour protéger en tout cas nos membres, les clubs, pour leur permettre, s'ils doivent voyager, de quitter valablement en tout cas les lieux de compétition vers les villes. Par exemple, tu prends l'exemple d'une équipe qui vient jouer à Thiès, quittant par exemple Louga ou quittant Fatick. Bon, 4h30. À 4h30, le match se termine à 6h30. Le temps, disons, de sortir, de se préparer pour le retour, il faut faire banablement 30 minutes, ça fait déjà 7h. S'il y a des embouteillages, bon, rien, on ne sait jamais. Bon, il est préférable donc de prendre toutes les garanties et toutes les mesures pour véritablement qu'il n'y ait pas de difficultés. Voilà. Et pourquoi donc on s'est dit que ce ne serait pas mauvais à ce stade, disons de
l'horizon de la compétition. On est encore en début de compétition. Il ne fait pas encore des chaleurs extraordinaires. On peut jouer à 4 heures valablement. Et puis justement, la deuxième journée de la Ligue 1 qui débute demain avec Niaretali Douane, Mbour Petite Côte contre Diambar, fin dimanche, Casa Sport Diambour, Génération Foot Stade de Mbour, Pikine Gorée, Synapse Teungueth FC, Dakar Sacré-Cœur contre Jaraaf de Dakar. Pour le compte de la Ligue 2, on débute la deuxième journée demain avec Ouizo Guédiawaye Football Club, EJ Fatick Sonacos, Duc Renaissance, Amitié Demba Diop. Suite dimanche, Linguère Port Autonome, Keur Madior Thiès FC. Fin lundi avec Africa Promo Foot contre Diamono Fatick. Babacar, c'est tout pour ce journal des sports. Merci à vous, El Hadji Malick Ndiaye. À présent, la page culture avec Amadou Moustapha Dia. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Cérémonie de clôture de la résidence d'écriture intitulée Itinéraire documentaire ce mardi à Doutosec. Pendant plusieurs jours, cinéastes et documentaristes ont eu à bénéficier d'une formation dans le but de peaufiner leur projet de film documentaire. Voici l'une d'elles, Marikou, qui revient sur l'importance de la formation, mais aussi ses projets par rapport à son documentaire. C'est une formation qui a été mise en ligne pour recueillir beaucoup de jeunes qui ont des projets. À travers une postulation, on nous a choisi pour mieux étudier nos projets et nous montrer la voie, ce que nous pouvons faire pour vendre, je peux dire entre guillemets, nos produits, parce que c'est une production cinématographique qu'elle est documentaire. Et c'est là qu'on s'est retrouvés aujourd'hui, presque pendant une semaine, à faire une formation avec nos formateurs. Alors, un documentaire, ça demande quoi? Quels sont les acquis que vous avez dû avoir durant cette formation-là? Il y a pas mal d'acquis. On a appris beaucoup de choses parce que c'était pas aussi facile. C'est pas juste d'avoir une idée, qu'on la présente, non. L'idée, il faut la développer, se sourcer et présenter un bon projet pour qu'au finish, attirer les sources et avoir de la production. Alors, pour ne pas trahir mon secret, est-ce qu'on peut savoir le projet sur lequel vous bossiez? Ouais, là c'est un secret, je le garde pour moi, mais je sais que c'est un projet. C'est quoi? C'est le patrimoine, c'est une histoire réelle. Toujours secret, mais quand même je vais dire que c'est un patrimoine et quand je vais le partager, Inch'Allah, ça va faire des échos et ça va apporter à la population, vu que ça parle d'ici, d'ailleurs, mais toujours Sénégal, Afrique, ça touche à tout. Ça touche plus particulièrement ma région qui est Tambacounda, mais quand même, c'est dans le Sénégal. Et puis à la découverte du Centre académique des cultures urbaines de Tambacounda, inauguré ce samedi passé, Boubacar Tamba a eu un entretien avec Djibi Diallo alias Gibson de l'association Diwanji. Il est auteur, compositeur et directeur du centre académique. Djibi Diallo, bonjour. L'événement aujourd'hui c'est quoi? L'événement aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est l'inauguration officielle du centre académie urbaine issu du projet de académie urbaine qui est un projet de formation, de sensibilisation et d'initiation pour les jeunes, les plus jeunes surtout, qui s'attellent autour des cultures urbaines. Et vous faites quoi exactement? En fait, ici, le centre est fait juste pour assurer le suivi de tous des 530 jeunes qui ont été initiés à travers le projet Académie urbaine de 2017 en 2019. Donc, c'est pour assurer leur suivi. Et puis, ils sont aussi, il faut savoir aussi qu'ils sont issus de cette commune, donc Kumpentum, Tambacounda, Goudiri, Kidira, Bakel et Messira et Kédougou. Ils apprennent quoi ici? Les métiers des cultures urbaines, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État sénégalais est en train d'accompagner les cultures urbaines pour mieux assurer l'autonomisation des acteurs culturels à travers le Fonds de développement des cultures urbaines. Et ça, c'est juste vraiment pour aider les jeunes à avoir des métiers, parce qu'on n'est pas sans savoir aussi que les cultures urbaines, c'est composé tellement de métiers tels que le design, tels que le graffiti et pas mal d'autres, et la MAO, et tout ça, c'est des métiers qui font nourrir l'homme. Donc, pourquoi ne pas vraiment accompagner ces jeunes à mieux comprendre les rouages de l'entrepreneuriat vraiment autour des cultures urbaines, culturelles, oui. Ici, il y a beaucoup de bureaux que nous voyons. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Donc c'est un centre composé de
disons peut-être 4 salles. 4 salles, c'est-à-dire la première salle c'est l'accueil, le bureau et voilà, et les platines. La deuxième salle c'est la salle infographie design, là pour vraiment assurer les montages et tout ce qui tourne autour vraiment de la vidéographie et autres. Donc à part la salle infographie design, pour la troisième salle on a le studio de photoshooting de dernière génération aussi, et qui a été mis sur place pour vraiment assurer tout ce qui est audiovisuel, images, photos, tournage de vidéos, tournage même de clips vidéo, tournage d'émissions télé, tout peut se faire ici. Donc comme vous l'avez constaté, à part la salle shooting, donc on a aussi le studio d'enregistrement aussi de dernière génération. Vraiment on a 2 systèmes dans ce studio pour vraiment mieux assurer tout ce qui est côté sonore, parce que les jeunes, on veut éviter maintenant que les acteurs culturels du Sénégal oriental se déplacent jusqu'à Dakar. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi. Babacar Samb. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant de vous quitter, je vous rappelle cette principale information, c'est l'annonce record de 296 nouvelles infections au nouveau coronavirus, 8 nouveaux décès également enregistrés dans le pays, 34 malades placés en réanimation selon le rapport donc quotidien du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.